J'ai reçu ton ordinateur. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio, La puce à l'oreille. Ici, on décrypte l'informatique et ses concepts nébuleux pour les rendre simples, concrets, pratiques, accessibles. Sur un ton ludique, on explore les différentes possibilités offertes par le numérique et surtout on les dépasse pour imaginer un horizon virtuel plus désirable. Fermez les yeux et imaginez. Vous êtes au centre d'une immense toile d'araignée qui ne cesse de s'étendre. Vous êtes en son centre et pourtant sa particularité, c'est qu'elle n'en a pas. Et même s'il vous est possible de la parcourir en long, en large et en travers, vous n'en faites jamais le tour, car à chaque arrêt effectué, une multitude de nouveaux chemins se présentent à vous. Mais dites-moi, cette image vous est-elle familière ? Si oui, c'est peut-être parce que chaque jour, vous empruntez les sentiers du web en utilisant Internet. Le World Wide Web, c'est notre sujet du jour avec la puce à l'oreille. Et pour ce nouvel épisode, nous accueillons Fabien Gandon, directeur de recherche à l'INRIA et représentant de l'organisme français au World Wide Web Consortium, plus facile à prononcer avec ses initiales W3C. Avec lui, nous explorons les contrées du web et nous revenons sur l'origine de ce drôle d'objet, ses mutations et ses enjeux. En 1999, le journal officiel préconise l'utilisation de l'expression « toile d'araignée mondiale » pour désigner en français le web. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette recommandation n'a pas reçu l'accueil très chaleureux tant attendu. Si aujourd'hui on vous demandait de regarder sur la toile, alors que vous vous questionnez sur le lieu et l'horaire de la prochaine éclipse solaire, il y a de fortes chances que vous riez sous cap. Mais de toute façon, cela n'arrivera jamais, car plus personne ne dit cela. On a plutôt l'habitude d'évoquer Internet ou encore par extension Google, faisant ainsi disparaître dans une joyeuse confusion sémantique notre ami le web. Et pourtant, Internet et le web, ce n'est pas vraiment la même chose. On peut dire que le web est une des applications qui utilise l'infrastructure réseau Internet. Alors quand je dis une des applications, il y en a d'autres. Il y a d'autres applications qui utilisent les réseaux Internet comme l'email, la visio, comme les films à la demande, etc. Donc il y a plein d'applications qui utilisent cette infrastructure réseau et le web en est une. Une façon de l'expliquer, c'est qu'on peut parler par exemple des routes et des réseaux de transport. Quand on regarde les routes et les réseaux de transport, c'est une infrastructure. Et sur cette infrastructure, il y a plein de types de services de transport qui fonctionnent. Les voitures individuelles, les bus, le transport de fret, etc. Et donc voilà, c'est un peu la même idée. Internet, c'est l'infrastructure de transport. Et puis, dans ces canaux passent différents services. Il y en a un, c'est le web. Donc c'est cet hypertexte, cet hypermédia mondial où on relie nos pages entre elles et on navigue entre elles. La blockchain, cette nouvelle technologie dont le nom flotte sur toutes les lèvres, est également l'une des nombreuses applications d'Internet, comme nous l'explique Fabien Gandon. La blockchain et le web sont vraiment deux objets extrêmement différents et qui ont des besoins très, très différents. Mais de façon générale, on peut dire que toute application qui a un besoin de communiquer en réseau va être potentiellement utilisatrice de l'infrastructure Internet, et la blockchain qui a ce besoin va utiliser l'infrastructure Internet. Mais revenons-en à nos cybermoutons. Le web est, à l'origine, un outil décentralisé de partage d'informations réalisé par des chercheurs et chercheuses pour des chercheurs et chercheuses. Et si l'on a l'habitude d'associer Internet aux États-Unis d'Amérique, le web a lui vu le jour en Europe, au CERN, le Centre d'études et de recherche nucléaire, sous le ciel suisse très exactement. Les recherches de son fondateur, Tim Berners-Lee, sont alors qualifiées de vagues mais prometteuses par ses pairs. Aujourd'hui, on peut affirmer sans rougir que cette invention a révolutionné le monde. Le web apparaît alors comme une idée innovante. C'était le bon endroit, au bon moment. Laissons donc Fabien Gandon nous expliquer pourquoi et comment la magie a opéré. À la fin des années 80, le CERN est un laboratoire qui en fait est un petit microcosme parfait pour l'invention du web. Pourquoi ? Parce que c'est un campus sur lequel il y a des milliers de personnes, venus du monde entier, avec des machines très différentes, des données très différentes, des documents très différents, qui se croisent, échangent des choses, veulent collaborer entre eux.
Et donc, c'est le décor parfait pour avoir ce besoin de mettre en place un système d'information qui va permettre à plein de gens, plein de machines, plein de données, plein de documents d'être reliés ensemble et d'échanger ensemble. Et puis, c'est pas uniquement le bon endroit en termes sociologiques et technologiques, c'est aussi la bonne culture. Les gens qui travaillent au CERN connaissent ce que c'est que de faire du code gratuit, du code ouvert. Et donc, le fait que le CERN, dès le début des années 90, va verser le code du web comme open source, gratuit, disponible pour tout le monde, va contribuer à sa viralité. Donc, il y a tous les éléments à ce moment-là pour la cristallisation du web. Le code source du web est rendu public en avril 1993. Le CERN a en fait littéralement fait don du web au monde. Sa popularité grandira notamment grâce à Mosaic, un navigateur désormais relégué au rang d'antiquité par les Google Chrome, Firefox et Internet Explorer d'aujourd'hui. Ce navigateur qui supportait les images a pourtant changé la donne, car sans lui, il fallait coder soi-même des commandes informatiques pour naviguer sur le web, ses compétences étant alors hors de portée pour la plupart des utilisateurs. Que de chemin parcouru depuis, et le web continue d'évoluer. Dixit Fabien Gandon. J'ai l'habitude souvent de dire à mes étudiants en cours que si j'ai la chance de dormir 8 heures, je sais que j'ai pris 8 heures de retard sur le web. Parce qu'en fait, il bouge tout le temps et surtout, il bouge dans plein de directions. En 30 ans, le web a déjà connu 2 évolutions majeures. La première, c'est le web participatif. Mais alors, qu'est-ce que c'est le web participatif, Fabien Gandon ? Alors, on parle de web participatif, de web social ou de web 2.0 lorsqu'on se réfère à une mutation que le web a connue à la fin des années 90 pour s'ouvrir à la contribution, encore plus à la contribution de ses utilisateurs. Donc jusqu'à la fin des années 90, il y a beaucoup de contenu sur le web qui est essentiellement mis à jour par les gens qui gèrent les serveurs et consulté par les gens qui sont en ligne. Et puis, dans les années 90, il y a des applications comme les wikis qui apparaissent et qui d'un seul coup permettent aux gens de modifier, de contribuer et de le faire de façon collaborative, puisqu'on peut être plusieurs à modifier une page. Et puis, dans cette lignée-là, on va avoir les blogs, on va avoir les médias sociaux, Facebook, Twitter, etc., qui vont continuer et qui vont augmenter cette idée de participer et de modifier le contenu du web, parfois même ne pas forcément modifier le contenu en lui-même, mais donner un avis. Par exemple, lorsqu'on est sur un site marchand, donner un avis sur un produit ou un service. Et donc, c'est cette idée, c'est cette évolution du web vers la collaboration et la participation beaucoup plus active et beaucoup plus facile des utilisateurs au contenu, à leurs liens, etc. Ok, vous l'aurez compris, le web participatif, c'est le web tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il se manifeste à travers nos likes, nos partages, nos commentaires. On aurait du mal à imaginer une autre façon de fonctionner. Et le web sémantique, alors, à quoi cela correspond ? On parle de web sémantique, de web de données ou de données liées, lorsqu'on se réfère à une évolution qui a vraiment pris son essor, son envol dans les années 2000 plutôt, et qui cherche à rendre la toile, le web, accessible aux machines. Donc au lieu d'avoir un web qui est essentiellement contribué, édité ou consulté par des humains, on veut une partie du web qui va être créée, reliée, naviguée, recherchée par des machines. Et donc on veut que ce soit une partie qui propose des données aux machines, qui propose aux machines de mettre leurs données, de les découvrir. Le web s'est donc adapté pour les humains et pour les machines. Le web sémantique permettant à ces dernières, les machines, d'optimiser notre expérience sur la toile. Pour en savoir plus sur la question, on vous renvoie à l'épisode 3 sur les algorithmes réalisé avec Anne-Marie Kermarek, chercheuse également à l'INRIA. Avec cette expansion, le web est aussi devenu un véritable théâtre des enjeux de pouvoir, de dynamique de marché, dont le trésor ardemment disputé est notre attention, ou pour le dire autrement, notre temps de cerveau disponible. Le W3C est un observateur attentif de ces évolutions. Nous avons demandé à Fabien Gandon à quels enjeux le web faisait face aujourd'hui. L'enjeu, c'est bien sûr d'essayer de voir quelles sont les directions qu'on a envie de pousser, et puis celles qu'on a au contraire envie de freiner, des évolutions dont on a envie de se prémunir. Donc, un exemple d'évolution vers lequel on n'aimerait pas aller trop, c'est la recentralisation du web.
Le web, il est né distribué, il est né ouvert, tout le monde pouvait y contribuer, on pouvait mettre nos données à différents endroits. Et il y a toujours le risque qu'à un moment, une application se déploie, capte beaucoup d'utilisateurs, recentralise leurs données dans leur silo, recentralise ses utilisateurs et ses usages, les enferme dans cet environnement. Et on pourrait parler de la vie privée, de la manipulation des comportements en ligne, de la diffusion des fausses informations, du harcèlement. On pourrait parler de l'empreinte environnementale. Enfin, il y a plein de choses à travailler sur comment améliorer et éviter certaines choses dans le web. Malgré toute cette transformation, subsistent encore les Linux, Mozilla, Wikipédia, pourfendeurs déterminés de l'open source. De vrais gardiens du temple qui s'inscrivent dans la lignée de Tim Berners-Lee et tentent de préserver sa vision originelle. Le document initial de Tim Berners-Lee, c'est Information Management a Proposal. C'est le document fondateur dont la première version date de 1989, que Tim a écrit pour proposer son projet lorsqu'il était au CERN. Et dans cette version, notamment, dans ce document, il a sur la première page un schéma qui montre très exactement cette idée que le web est destiné à lier beaucoup plus de choses que des documents. Sur ce schéma, on voit des personnes, on voit des organismes, on voit des organigrammes, on voit des taxonomies qui sont liées entre elles à travers ce web tel qu'il l'imaginait. Alors quoi ? Y a-t-il une guerre à mener entre les idéaux historiques de décentralisation, d'indépendance et de partage des savoirs versus la réduction des libertés et de la crise de l'information et l'hégémonie des GAFAM ? En d'autres termes, faut-il sauver le web ? Le réinventer ? Peut-être faut-il simplement prendre conscience de son héritage afin de le perpétuer ? Mais ça, ce n'est pas à nous d'en juger. Car nous, on vous dit ça, mais on ne dit rien. On vous met juste la puce à l'oreille. Si vous souhaitez approfondir le web et son histoire, La Puce à l'oreille vous recommande Une brève histoire du web, un article de Fabien Gandon disponible sur le site de l'INRIA, et pour les anglophones, le livre Waving the Web de Tim Berners-Lee et Mark Fischetti, qui livre la vision originelle de son fondateur. À bientôt!